Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les 2 semaines sur iTunes et Spotify. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Je suis ce soir avec nos amis Laurent Cuvier, Loma la Poussette, Roger Caroni et bien évidemment notre très chère Christine Lambert. Comment allez-vous ? Pas mal, la foi. Ouais, mal. Même si ça fait rire les autres. Ouais. Non, pas mal d'actualités mine de rien en ce moment, donc pas mal de choses à déguster, à écrire. C'est assez plaisant. Alors je pense justement que l'actualité sera un peu le sujet de cette émission d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu pas mal d'actualités ces derniers temps et que c'est dans ce sens-là qu'on va se diriger, parce qu'il y en a qui ont fait plus parler d'elles que d'autres. Mais avant de rentrer dans le détail de certaines actualités, on en a quelques-unes un peu croustillantes que notre très cher Roger nous a choisies à gauche et à droite et qu'il va nous réciter, nous lire, nous raconter, nous conter d'ailleurs. Maintenant, vas-y, c'est à toi. Voilà, c'est quand tu avec en direct le bel accent du Nord, je vais vous conter les dernières nouveautés dans le monde du rhum. Alors, Excellence Rhum et All Brothers s'associent le temps de 2 embouteillages. Donc, ils vont nous sortir Chairman de Sainte-Lucie, 20 ans d'âge, ainsi qu'un JM brut de fût de 21 ans. Donc, il s'agira du plus vieux JM jamais embouteillé. La sortie est prévue mi-novembre pour le JM et la semaine prochaine pour le Chairman. Et je pense que c'est déjà précommandable sur les sites d'Excellence Rhum et All Brothers. Naisson, qui décidément est très actif ces derniers temps, va nous proposer un nouveau rhum. Ce sera à 19 ans. Ce sera disponible sous peu, apparemment. Il se murmure que ce serait un blend de 2000 et 2001. Comme je l'expliquais sur Facebook, 2007-2008 aurait été plus étonnant quand même. Mais bon, voilà. Donc on verra ce que ça donne, si on sait le goûter, si on sait arriver jusque-là. On verra. La Favorite nous propose un cœur de rhum sans réduction pour les 40 ans de Dugas. Ça coûte presque 100 €. Ça, par contre, ça devient un petit peu gênant, mais bon, on verra ce que ça donne. J'ai toujours trouvé ça sympa, l'idée d'un cœur de rhum un peu plus burné, entre guillemets. Mais bon, là, à 100 €, ça fait quand même un peu moins sourire. On verra. Et Samaroli. C'est le prix des beurres, non ? Oui, c'est ça. Samaroli, donc ne pas confondre avec Massam, c'est le Samaroli, nous revient avec toute une série d'embouteillages, alors de classiques d'Emerara en passant par Trinidad, la Jamaïque, ainsi qu'un rhum agricole en provenance du Simon. Je crois que c'est une première par contre chez Samaroli. De Duchesse nous en avait sorti un qui n'était pas d'une grande réussite. On verra ce que Samaroli aura pu dégoter. Et une rubrique news sans Foursquare ou sans plantation, ce serait triste. Cette fois-ci, c'est Foursquare qui nous revient avec un sassafras, qui est une double maturation pour changer ex-bourbon, ex-cognac. Et ça sortira chez Vélier. Je ne sais pas trop la date exacte, mais ça ne devrait pas trop tarder. Gargano l'a expliqué tantôt. Ça titre 61%, et c'est Una World première, j'imagine, comme la plupart du temps. Donc voilà. Alors à ça, je tiens quand même... sur le net. À ça, je tiens quand même à préciser qu'il y a une autre info que tu n'as pas citée, qui est l'ouverture finalement d'une nouvelle boutique en ligne, qui est celle de notre cher ami Hubert Corman, qui ouvre donc cormancollins.be, il me semble, si quelqu'un peut me confirmer. Je pense qu'il y a shop devant. Ah, Corman Collins Shop, c'est ça ? shop.corman-collins.be. Ah, voilà. Merci. Ou en tout cas, on retrouvera pas mal de vieilleries, de vintage un peu rares, etc., donc disponibles. Et ça, à partir de maintenant déjà. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Voilà. Et donc, pour revenir sur cette histoire d'actualité, donc aujourd'hui, on va vraiment traiter, pour changer, d'actualités qui ont un peu fait le buzz et fait couler de l'encre sur la toile ces derniers jours, ces dernières semaines. Et la première chose, d'ailleurs, tu viens de l'aborder, Roger, dont j'aimerais parler, ce sont l'annonce donc de la sortie des nouveaux naissons, comme chaque année, auprès de la Maison du Whisky. Et ces nouveaux naissons ont pas mal fait parler d'eux, notamment de par leur prix.
Alors, on voit un peu partout que les prix augmentent, Naisson, ça commence à devenir très cher, inabordable, etc., etc. Et donc, juste pour simple rappel, on a donc 4 nouvelles références qui sont sur le point de sortir. Donc, on a un nouveau XO Foolproof Batch 3, prévu à 225 €, un 15 ans Batch 3 également prévu à 365 €, un vieux bio à 185 €, pardon, et finalement donc le 19 ans dont tu as parlé, qui coûtera quand même la modique somme de 825 €. Voilà. C'est donc ce qui a été annoncé. Suite à ça, tout d'abord, avant d'enchaîner, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que selon vous, ce sont tout ça est justifiable? Formulons ça. Justifiable, non. La qualité a toujours été au rendez-vous. Maintenant, je pense pas que ils veulent se placer dans certaines niches ou à certains marchés premium. De par leur qualité, ils peuvent effectivement prétendre à ce genre de choses. Maintenant, il ne faut pas qu'ils oublient aussi le public d'origine et les personnes qui font aussi ce que Naisson est devenu. À force de vouloir peut-être taper un peu trop haut, ils risquent peut-être de délaisser des gens qui vont naturellement aller voir ailleurs ce qui se passe. Et là, ça devient peut-être un petit peu dangereux pour eux. Maintenant, je suis pas un king du marketing, hein, mais là, comme je vois le truc, personnellement, je suis très grand fan de Naisson, mais il y a des choses, ça va juste pas être possible, quoi. Je ne vais pas savoir suivre non plus un vieux bio 3 ans à 185 €. Ah, ça devient chaud quand même à budgétiser. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont eu l'occasion de les goûter, peut-être? Je sais pas. Encore non. Oui. Laurent, toi, absolument. Et d'ailleurs, j'ajouterais aux 4 références que tu viens de mentionner le premier, alors le VSOP, qui est sorti en 2 versions, même si c'est pas le même jus, une version distillerie, donc réservée pour la Martinique, et puis une version pour la maison du whisky. Et enfin, quelle est la différence entre les deux? Tu as la différence entre les deux? Il y a 1 an d'écart, si je dis pas de bêtises. Je crois que celui des distilleries est plus jeune, alors que celui de la maison du whisky se rapproche plus du XO, puisque c'est à 5 ans et demi. Et enfin, il y a l'Esprit Bio également qui va sortir. Voilà. Et en fait, j'ai pu les goûter parce que il y a quelques jours était organisée une des quelques masterclass en ligne qui fleurissent ces derniers temps. Là, c'était par la maison du whisky. C'était justement avec envoi de samples. Il y avait 5 samples et puis une petite heure de masterclass avec Grégory Vernant et Alex Bobby en direct de chez Naisson, de la Martinique. Donc voilà, j'ai pu goûter à tout ça. J'écrirai incessamment sous peu un article, évidemment, pas piquer des verres. Mais sinon, en attendant, pour moi, le sujet est extrêmement compliqué, une fois de plus. C'est-à-dire que, comme disait Roger, la qualité, c'est Naisson, n'est plus approuvée. Bon, ça, c'est le premier truc. Mais moi, et c'est pour ça que d'ailleurs pendant cette masterclass, j'avais posé une question, puisqu'on pouvait interagir par le chat, sur les coûts de production, en fait, les coûts de revient. C'est un peu con, mais les gens, bien souvent, mais assez naturellement, ne regardent que, évidemment, le prix, quoi. Enfin, l'étiquette, et à se dire, bon, ben, combien je dois payer pour ça et ça. Et en fait, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, mais je ne pense pas que Naisson puisse communiquer vraiment dessus, ce serait vraiment leur coût. Parce que la réponse qui m'avait été apportée, qui était que partielle, c'était l'arrachage des herbes qui se fait intégralement à la main, ou a priori, c'est les seuls à le faire. La mise aux normes sur les nouvelles normes européennes qui sont a priori souvent un peu débiles et qui évidemment ont un impact d'autant plus grand sur les petites structures. Et on rappelle que Naisson est une des 2 plus petites structures avec la Favorite Martinique. Donc ce genre de choses qui peuvent être bien plus facilement absorbables par des grandes distilleries et des grands groupes, sur des petits trucs, forcément la douloureuse, ouais, voilà. Donc je pense qu'il y a déjà ce côté-là, mine de rien, avec aussi un chiffre qui serait intéressant, par exemple, ce serait la main-d'œuvre, le nombre d'employés par litre de rhum produit ou par mètre carré d'exploitation, j'en sais rien. Donc tout ce genre de choses. Ensuite, un autre élément que moi je connais très mal, c'est alors on a certains facteurs de comparaison avec d'autres cultures, mais c'est l'impact du bio, le coût du bio.
Ça, on l'a vu sur les blancs bio, parce que j'imagine que faire vieillir un bio ou faire vieillir un rhum pas bio, je ne sais pas s'il y a des contraintes supplémentaires liées au bio dans le vieillissement. Tu vois ? Alors, ce que tu veux dire. Justement, pour avoir parlé avec eux, c'est-à-dire que dans les chais, lors d'une de mes dernières visites, justement, je suis tombé juste le lendemain du contrôleur pour l'agrégation bio. Et il y avait eu quelques difficultés parce qu'il faut notamment que les fûts qui contiennent du bio soient à une certaine distance des autres fûts pour pas qu'il y ait contamination entre eux. C'était un peu le souci qu'ils avaient, parce que par manque d'espace, tout simplement, ils ont dit oui, mais les chais sont pas, on peut pas agrandir les chais, et donc c'est un peu pour ça qu'il y avait eu quelques contraintes à un moment donné en termes de délai, parce que les fûts étaient trop proches entre eux. En fait, voilà. Okay. Contamination pendant le vieillissement. Bah pourquoi pas ? Écoute, bah voilà, j'apprends un truc. Mais voilà, je suis persuadé qu'il y a d'autres. Éléments comme ça qui nous sont inconnus, quoi. Alors après, pour préciser, le désherbage à la main, par contre, il y a d'autres maisons, notamment martiniquaises, qui le font également. Ce ne sont pas les seuls. Mais après, la question du bio est légitime. Moi, après, j'ai pris la peine de comparer le prix du Naisson vieux bio, donc qui va sortir à 185 €, avec le prix du Naisson vieux traditionnel, qui est à 64,90 €. Donc on parle quand même d'un ratio de x3. Ouais. Qui est énorme. Alors maintenant, est-ce que juste le fait de faire de la production en bio vient justifier ce multiplicateur de 3 sur le prix ? Non, alors sans doute pas juste au niveau du coût du bio, mais ce que je me dis aussi, c'est que leur production bio est évidemment inférieure à celle du traditionnel. Traditionnel, c'est pas le bon terme, mais du non bio, on va dire. Du coup, petite production, la part des anges qui en bouffe 10% par an. Du coup, pour arriver à un 3 ans, quand il n'y a pas beaucoup au départ, il en reste encore moins à la fin. Du coup, ils doivent peut-être encore plus se rattraper là-dessus. Voilà, pour moi, c'est compliqué. Après, c'est sûr que Naisson, et puis alors, c'est sûr qu'il y a eu certaines sorties qui ont fait un peu grincer des dents, et ça remonte maintenant à quelques années, entre toute la série Armada, la cuvée Sacha de l'année dernière. Mais l'Armada, on pouvait encore comprendre. Ouais. C'était vraiment des très vieux jus dans des carafes de pété avec des beaux. Enfin, je veux dire, il y avait une raison qui semblait, d'un point de vue visuel, assez directe et une volonté premium très poussée. Ici, on est sur un 3 ans, quoi. Dire, il y a eu la cuvée avec Vélier également. Qui est toujours pas sortie. Qui n'est pas sortie encore, mais qui absolument. Pas sorti, oui, mais... Et dont on ne connaît pas les prix à coup sûr d'ailleurs, mais sur l'Armada, je suis d'accord, mais ils en reparlaient d'ailleurs pendant la masterclass et ils disaient qu'ils s'étaient rendu compte qu'il leur restait presque rien, et par exemple sur un des millésimes, alors je ne sais plus lequel c'est peut-être 93, ils avaient 50 litres. Du coup, ils se sont dit, on va peut-être pas les mettre dans des bouteilles tradies, on va faire des jolies carafes. Et voilà. Bon. À je peux le comprendre, et ça représente peut-être 0,01% de leur prod. Ça, c'est sûr. La cuvée Sacha, c'est encore un peu particulier parce qu'il y a vraiment le côté œuvre d'art qui est lié au truc. Du coup, pour moi, c'est un peu un ovni et quelque chose qui est un peu à part. Mais après, comme tu dis, Roger, voilà, c'est vrai qu'il y a un vieux, alors bio en l'occurrence, mais donc on parle quand même d'un 3 ans à 180 balles, on a encore enfoncé une limite. Oui, parce que l'élevé sous bois que je te coupe, il est à combien ? Il n'est pas spécialement beaucoup plus jeune, tu vois ? Oui, le bio. Le bio, il se rapproche des 90. Oui. Ouais. Et on n'est pas non plus sur un facteur... on fait x2. Oui, c'est ça. Pour 2 fois plus âgé. Ouais. Mais tu vois, parce qu'il y a quand même un ESB qui est encore plus cher que le profil 105 bio, par exemple. Ah oui, c'est celui à 1710, ouais. Qui n'est pas bio en plus. Non, a priori, je crois pas. Non. Et tu vois quoi. C'est-à-dire que là, on se rapprochait même des 100 balles déjà sur un ESB. Ah oui, clairement, en Belgique, c'était ça. Donc, bah ouais. Et là, c'est ce que je disais à Stacy au Salon du Rhum. J'ai un moment... Voilà, tout le monde n'a pas la qualité non plus de Naisson, sans critiquer à 1710, mais je veux dire, je pense que niveau qualitatif en Martinique, ils sont quand même dans le plomb de tête. Donc il y a des gens qui peuvent se permettre peut-être des choses plus facilement que d'autres, surtout qu'à 1710, dans ce cas-ci, il est quand même relativement jeune et encore tout à prouver quelque part. Ouais. Et débarquer effectivement avec un ESB à près de 100 €, c'est chaud, quoi. D'ailleurs, ils disent qu'ils en ont vendu quasi tout maintenant. Il ne va pas y avoir 8000 bouteilles non plus.
Mais oui, ça devient compliqué là maintenant. Il va falloir un petit peu, effectivement, soit la bulle va exploser, soit il va falloir trouver autre chose, quoi. Mais si En tout tout le monde cas, fait pareil, ça va pas aller. que ce soit eux ou Nesson ou d'autres, parce qu'en Guadeloupe aussi, il y en a qui commencent à sortir un peu cher, mais bah voilà, ça passe des caps. On se dit, j'aurais jamais payé ça pour un rhum de cet âge-là, et puis non, et puis en fait, voilà, ça monte. Puis les autres suivent. Alors, il y en a beaucoup plus lentement, et il y en a qui demeurent sur des gammes de prix bien plus réduites. On pense au rhum de la Martiniquaise, par exemple, qui reste vraiment sur des trucs. Enfin, le VSOP Saint-James qui va sortir est à 30 balles. Donc c'est sûr que c'est divisé par 6 par rapport au vieux bio Nesson, mais est-ce que c'est comparable, quoi? C'est l'argument bio sur entre autres Nesson, en grande partie. Chez Nesson, c'est l'argument bio, vu que le vieux n'a pas spécialement explosé en tarif, quoi. C'est l'argument bio et l'argument microproduction. Si tu compares ça, par exemple, on en a parlé il y a 2 émissions avec ce que font les hauts de glace. Tu es sur de la petite production également, et sur du bio intégral, tu es dans les mêmes niveaux de prix. Enfin, pour du moins de 3 ans, tu es autour de 90, 100 euros, 70, 100 euros. Et puis pour du 3 ans, du 3 à 5 ans, tu es entre 160. Tu es un peu moins cher quand même. Hein. C'est vrai que tu es un peu moins cher quand même que dans le whisky. Mais ça reste coûteux, cette démarche. Après, ce que ça coûte et ce que ça vaut, c'est 2 questions différentes pour moi. Alors, je ne vais pas goûter. Est-ce que maintenant tu as le prix, tu sais ce que ça coûte, il n'y a que toi qui peux dire est-ce que ça les vaut. Moi, j'ai trouvé en 2 mots, j'ai trouvé ce vieux bio bon, clairement. Je trouve que la plupart des VO que j'ai pu goûter dans le rhum, à 1 ou 2 exceptions près, sont pour ainsi dire pas faits pour être consommés tel quel. Ça va être pour des cocktails, pour des petits vieux, j'en sais rien, mais pas pour apprécier son verre au coin de la cheminée le soir. Là, celui-là, si, clairement on peut. Le seul petit défaut que je lui trouverais, mais c'est parce que je suis tatillon, c'est qu'il a un petit côté fût neuf malgré tout, puisqu'il a passé 3 ans au fût neuf, si j'ai bien suivi ce qui avait été dit. Mais sinon, clairement, je pense que c'est le meilleur rhum vieux agricole que j'ai pu boire. Mais après, voilà, malgré tout, est-ce que 185 balles, chacun doit se poser la question. Il y a la question, est-ce que j'ai les moyens de m'offrir ça? Et 2, est-ce que j'ai envie de claquer le temps dans ce prix? Ça, chacun fait ses arbitrages. Hein, Là-dessus, oui, moi ça me choque, mais quand tu es journaliste, tu n'as pas les moyens, donc déjà c'est clair. Mais je commence à me dire que je vais finir par devenir critique Volvic, parce que les spiritueux, là... Alors, juste à titre d'information... Ce qui me choque le plus, me semble-t-il, dans le rhum, par rapport au whisky que je connais depuis plus longtemps, c'est que cette premiumisation, comme on dit aujourd'hui, comme disent les analystes, dans le rhum, elle se fait en accéléré. C'est rapide, hein. Extrêmement rapidement. On grille beaucoup d'étapes. Voilà, alors que sur d'autres spiritueux, sur le whisky, sur le cognac, etc., ça s'est fait sur une période très longue. Donc, comment je veux dire, c'est un peu comme la cuisson du homard, quoi. Quand tu plonges dans l'eau froide, il se sent pas cramer, mais si tu le fous dans le feu, il pousse un cri. Je sais pas si ça crie les homards. C'est un peu ce syndrome-là. C'est que là, vraiment, l'accélération, la montée en gamme, d'une part, et la montée des prix qui évidemment est corollaire, ça s'est fait très, très, très rapidement dans le rhum. Donc là, on s'en passait. On le sent passer, et c'est ce qui, à mon avis, rend les choses choquantes, quoi. C'est clair, on n'a pas le temps de vraiment... Hein. Mais je sais que c'est marrant parce que les gens ont eu la même réflexion sur eux-mêmes, sur leur portefeuille, sur la qualité du jus, etc., sur les profils 105. D'abord le classique, qui était déjà proche de, je sais pas, 50, 55 euros, un truc comme ça, je crois, qui était déjà pour un ESB cher, du jamais vu. Et puis après, il y a le bio qui est sorti en profil 105 à 85 balles. Et pareil, les gens se sont... Et il y a eu cette question. Et moi, au début, je me suis dit, parce que je suis passé par ce cheminement intellectuel, et je me suis dit, jamais je vais acheter ça. Enfin, je veux dire, pour 85 balles, j'ai des bons XO ou des bons millésimés. Il n'y a pas de raison, quoi. Mais en fait,
je ne sais pas si c'est pertinent, mais après, je me suis plus mis sur le côté, le fameux prix plaisir, à se dire, bon, bah voilà, ce que ce rhum me procure pour 55 ou 85 euros, est-ce qu'il y en a un autre qui va me le procurer pour le même prix? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose de différent? Et là, je regarde dans mon armoire en face de moi, je vois un profil 105 bio, quoi. Parce que je l'avais goûté au Whisky Live du temps où il y avait encore des Whisky Live. Et il m'avait procuré une vraie émotion. Pardon. Merde. On a dit qu'on ne parlait pas de... Trop tard, merde, on n'avait dit pas ça, c'est vrai. Alors, je l'avais goûté lors d'un salon. Fort agréable et j'avais vraiment aimé, j'avais trouvé qu'il y avait un truc beurré, il y avait un truc hyper gourmand, il y avait un truc facile malgré le degré de ça, et donc je l'ai acheté. Alors je sais pas si j'ai eu la même émotion là sur le vieux bio, mais en tout cas voilà, chacun est libre de faire son propre arbitrage, on va dire. Oui, bien entendu. Voilà. Le plaisir, ça n'a pas de prix, et pour tout le reste, tu restes sous la barre, mettons sous la barre des 100 euros qui est peut-être psychologique. Pour certains, ça va être 100, pour d'autres 150. Mais à combien le 15 ans, tu disais, Benoît? Le 15 ans à 365 euros. Voilà. Alors, je tiens quand même à préciser que les badges 2, donc là on est sur le badge 3, mais que ce soit autant sur le 15 ans que sur le XO, les badges 2 étaient déjà au même prix. Donc les prix n'ont pas augmenté depuis le badge. Il y a peut-être une petite vingtaine d'euros. Non, exactement le même prix, j'ai vérifié. Sur le XO Fullproof? Oui. Ok. Sur le XO Fullproof badge 2 et badge 3, le prix n'a pas changé. Comment se fait l'arbitrage sur le 15 ans? Ok. Tu vois, compare avec un 15 ans chez Saint James. Ah oui, ça. Ah bah là, etc. Tu vois bien que se dessine aussi un marché à deux vitesses, hein, ça c'est clair. Hein. Ah oui. Clairement. Mais c'est vrai dans tous les spiritueux. Hein. Oui, disons que le son avait une place à prendre et ils l'ont pris, quoi. Ils se sont mis clairement depuis déjà quelques années sur la place du premium. C'est pas nouveau. Ce qu'il y a, c'est que l'écart commence à se creuser de plus en plus, surtout qu'il y a des groupes comme la Martiniquaise qui nous sortent des choses un peu plus premium que d'habitude, tout en gardant un prix quand même relativement gentil. Regardez les Dillon de 2003, les single casques, ça coûte 80 euros et c'est juste... très 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 bon, quoi. Je veux dire, on passe vraiment un bon moment avec ce truc-là et il n'y a pas besoin de claquer 200 boules, quoi. Donc du coup l'écart devient un peu extrême, quoi. Ouais, l'écart se creuse, hein, bien sûr. Après, c'est marrant, ça touche quand même beaucoup de toutes petites distilleries. Quand tu vois que le rhum est quand même assez largement passé à côté du mouvement craft qui a touché le whisky, qui a touché le gin, voire même la vodka. Il y a eu beaucoup moins de naissances de petites distilleries comme ça, hyper créatives, partout à travers le monde. Il y en a eu, mais quand tu compares, ça n'a pas été la vague qu'il y a eu dans le whisky, dans le gin. Et oui, peut-être pas encore, effectivement. Et du coup, ces petites distilleries comme Naisson, comme d'autres, ont aussi... se sont mis à jouer, à remplir ce vide, à faire valoir ces arguments d'artisanat, de haute qualité, de coups d'humain, etc. Là aussi, après, tu vois, mais on en revient toujours. À un moment donné, c'est un bien de consommation, donc tu en arrives forcément à l'adéquation entre le prix et le produit à un moment ou à un autre. Tu es obligé de poser cette question. Hein, Exactement. Et c'est d'ailleurs ça. Est-ce que c'est dans tes moyens? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que les amateurs vont sanctionner ou pas? Est-ce que tu vas te retrouver dans une stratégie où seuls les collectionneurs vont avoir les moyens de mettre la main sur les bouteilles? Et dans ce cas-là, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, tu vas faire un peu fuir ta fanbase solide. Quoi. Et en cas de crise et en cas de baisse du marché, on sait que c'est sur ceux-là qu'il faudra compter à ce moment-là. Ils seront plus là. Ils te le feront payer. C'est toujours un peu surtout que c'est délicat de faire marche arrière, quoi. Tu peux pas te dire les gars, on est désolé, on a exagéré, on essaie de vous avoir, maintenant ça repasse à 120 € le 3 ans bio, ça va pas le faire, quoi. Je veux dire, c'est le genre de truc, tu peux pas le faire. Faut être capable de godiller un peu entre les deux, tu vois. C'est ça. Alors, mais moi vas-y Benoît. Une autre annonce qui a un peu fait scandale, justement, déjà qu'on y est dans cette histoire de prix, c'était l'annonce de la nouvelle cuvée de la confrérie en collaboration avec Longto. Donc juste pour revenir sur comment ça s'est fait. Donc en 2015, la confrérie du rhum a sorti le premier parcellaire de Longto en collaboration également. Un rhum donc qui avait été distillé en 2014, mis en
en inox pendant 1 an, et ensuite donc vendu à 1500 cols, si je me souviens bien, en l'espace de 2 mois, au prix de 35 €. Voilà, et donc c'était donc le premier parcellaire de Longto qui a servi, et on va dire que la confrérie du rhum, comme souvent, a servi de base test pour ce produit-là. Depuis, Longto a bien évidemment sorti beaucoup plus de parcellaires. Ils ont un peu revu toute leur gamme, retransformé toute leur gamme. Ils ont lancé leur concept de Gentleman Legacy. Et donc maintenant, pendant tout ce temps-là, n'empêche, il y avait des fûts, donc 2 fûts à la base, qui à la fin n'en avait plus qu'un, de ce Longto blanc parcellaire confrérie du rhum qui avait été mis en vieillissement, et ça avait été gardé secret en tout petit comité. Et donc là, finalement, c'est le même produit qui sort 6 ans plus tard sous forme de XO au prix de 190 €. Voilà. Et ça a été perçu comme scandaleux pour diverses raisons. Je voulais un peu avoir votre ressenti par rapport à ça. Bah, donne-nous le tien, toi, déjà, puisque tu es quand même au projet. Ouais, c'est assez subjectif, le mien, je pense. J'ai l'explication derrière, en fait. C'est-à-dire que moi, tout ce que je vais faire, c'est justifier le prix derrière, parce que je sais, je connais l'aboutissement du prix. C'est-à-dire que, alors déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première étant que ce n'est pas la confrérie du rhum qui va décider des prix. On n'est pas là pour imposer nos prix à une distillerie qui ne nous appartient pas, clairement pas. C'est-à-dire que nous, au mieux, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donner des conseils éventuellement, mais ça en restera là. C'est toujours la distillerie qui aura le fin mot, et ici, c'est Longto qui, après ses calculs, a tout simplement décidé de mettre le prix de vente à 190 €. Tout d'abord parce que ça colle beaucoup plus avec la nouvelle image de Longto, sachant que les autres single cask, on va y arriver, sont dans les mêmes prix, aux alentours des mêmes prix, entre 180 et 200 €. Alors que là, on est quand même sur une édition limitée et en parcellaire. Et également, ce qu'il faut prendre en compte, et chose qui n'est pas toujours pris en compte, c'est que souvent, la confrérie du rhum, jusqu'à maintenant, la confrérie du rhum a, dans la majorité des cas, toujours permis à obtenir des cuvées à des prix moindres, parce qu'on avait la possibilité de travailler sans l'intermédiaire des distributeurs. C'est-à-dire que la distribution se faisait directement du producteur au caviste partenaire du groupe. Or, dans le cas présent, Longto est dans l'obligation de travailler avec son distributeur. Donc ça, forcément, c'est une marge en plus à prendre en compte. Ce distributeur, il faut le rémunérer pour son travail. Et je pense que ça, ce n'est pas à négliger non plus. Voilà, donc ça, c'est mon explication sur ce produit, en dehors du fait que là, pour l'instant, il a surtout été jugé sans avoir été dégusté par qui que ce soit. Oui, ce qu'il y a, c'est que les autres single cask de Longto n'ont pas laissé un souvenir impérissable dans le monde du rhum. Sont quand même beaucoup plus connus pour des blancs excellents que pour des vieux excellents. Donc du coup, oui, c'est vrai que c'est compliqué. Je peux me mettre à la place des gens, se dire 190 € pour un Longto vieux, ça sonne pas aussi bien que 190 € pour un Naison vieux, sans froisser qui que ce soit. Mais clairement, dire, le vieillissement n'atteint pas un aussi degré qualitatif que le blanc pur chez Longto. Autant mettre 60 € dans un Longto blanc, ça me choque moyen, à partir du moment où il y a une raison un peu plus que le 62 classique ou des choses comme ça. Le vieux, ça devient compliqué. Maintenant, par rapport à la confrérie, évidemment, de ce que tu racontes, c'était soit vous qui le sortiez à ce prix-là, soit vous disiez non, c'est trop cher, et Longto le sortait à son nom au même prix. Donc au final, ça ne change pas grand-chose. Que ce soit la confrérie ou quelqu'un d'autre, ça ne change pas grand-chose. C'est mon avis. Après, complètement d'accord, Roger. Longto, les blancs c'est bon, les vieux on sait pas trop, pour l'instant c'est pas top. Du coup, sortir un vieux de chez Longto à ce prix-là, pour moi, je vais, par défaut, j'irai jamais l'acheter sans le goûter. Première chose. Et ensuite, il y a quelques personnes, comme tu disais Benoît, qui ont un peu sauté à la gorge de la confrérie. Mais j'ai bien compris, moi, clairement, et ça faisait partie de ta réponse, parce que j'avais suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, mais
que le prix était décidé par la distillerie et pas par la confrérie. Et d'ailleurs, c'était un peu rigolo de voir, alors sans donner de nom, mais c'était un peu rigolo de voir certaines personnes qui, je pense, à peu près 6, 7, 8 fois sur le même poste, de la même manière, redisaient la même chose, à se dire oui, mais quand même, la confrérie, normalement, ils sortent des trucs assez abordables. Là, on ne comprend pas. Et bon, tu donnais la même réponse. Oui, mais quand même, la confrérie, normalement, ils sortaient des trucs assez abordables. Et il y avait toujours la comparaison avec le Saint James à 95 €. Ouais. Alors, après, la confrérie, d'un côté, on a souvent envie de qui est un mastodonte avec des milliers de fûts, et de l'autre côté, on a Longto qui finalement n'a pas. Non, mais ça a été aussi comparé avec votre cuvée La Favorite, qui est maintenant recherchée, etc. Mais encore une fois, voilà, c'est Longto qui décide, Il décide de le mettre à ce prix-là. Il pense avoir la qualité, la renommée pour pouvoir assumer un prix pareil. Tant mieux. Si ça se trouve, ce truc-là est une perle, vraiment un diamant rare qui sera absolument unique. On attend de voir. On verra, quoi. Attend de voir, mais moi je ne serais pas convaincu avant de l'avoir goûté. Ouais. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde comme ça, donc ce qui est logique au final. Mais ça risque d'être compliqué à goûter parce qu'il y a combien de bouteilles, Benoît ? 389 de mémoire. Ouais, donc il ne va pas y en avoir des milliards qui vont être faites pour déguster. Il restait un fût en fin de compte, donc il n'y en aura pas des milliards, effectivement. On ne pourrait pas demander à Luca de faire des bouteilles de 10 centilitres ? Pardon ? On ne pourrait pas demander à Luca de faire des bouteilles de 10 centilitres comme ça. Alors, on y a pensé, mais il a sorti le principe juste avant nous, en fait. Et d'ailleurs, c'était un peu le sujet suivant que je voulais aborder. C'était cette histoire de bouteilles de 10 centilitres mises en avant par Villiers, dont j'ai vu un post encore pas plus tard que tout à l'heure. Mais donc voilà, la société Vellier ainsi que Luca Gargano, dans un but de pouvoir donner à plus de personnes la possibilité de goûter leur rhum parce qu'ils partent vite et deviennent très vite hors de prix, va mettre en place des bouteilles de 10 centilitres de leurs produits. Alors, qui rendre également plus abordable, déjà dans un premier temps, pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une bouteille de 70 centilitres, et pour en faire plus, de manière à ce que plus de gens puissent y avoir accès, et ainsi contrecarrer la spéculation. Alors, ce sont ces mots. Je vais, en gros, tu as résumé, mais je veux préciser 2-3 trucs. Un split officiel. C'est un peu ça. L'idée, à la base, il semblerait, parce que je ne veux pas dire que c'est le cas à 100%, mais que Vellier ait cherché des moyens de contrer la spéculation sur leurs bouteilles. Bon. Une première idée avait été sur la dernière série Employees Caroni, en faisant ces mini-bouteilles vendues par pack, 20 centilitres, vendues les 3 ensemble, afin de contrer la spéculation. On a vu, et ils se sont bien rendus compte aussi, que ça a eu l'effet exactement inverse, puisque ça fait un petit objet très très collector, où il y en a moins que les bouteilles de 70 centilitres. Du coup, forcément, c'est encore plus recherché. Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même vu des gens qui cherchaient ce coffret-là à échanger contre 2 bouteilles de 70 centilitres, alors que le coffret en tout ne fait pas 70 centilitres. Des mêmes rhums, soyons clairs. Donc, ça n'a pas marché. Suite de l'idée, et il va encore plus loin dans le raisonnement, il se dit, je vais faire des bouteilles de 10 centilitres, mais et là où ça change un tout petit peu, et je précise par rapport à ce que tu as dit, c'est que ces bouteilles-là seraient réservées aux membres d'un groupe Facebook, on va appeler ça d'un club, des Happy Few, je ne sais pas, qui s'engagent solennellement, alors je ne sais pas s'il y aura un tracking derrière, à ne pas les revendre. Il faut voir comment il va gérer cette histoire. Exactement. Est-ce qu'il y aura un code, un numéro qui sera associé à chaque personne et qui du coup inscrit sur la bouteille, et du coup chaque bouteille sera traçable, et on sait que du coup si une bouteille qu'on retrouve sur eBay, sur les réseaux sociaux pour être vendue, on sait que telle personne l'a mis en vente et du coup cette personne est virée du groupe. Voilà, c'est un peu ça l'ensemble de la proposition. Maintenant, on va voir, parce que le premier embouteillage, c'était le fameux Satanas dont tu parlais tout à l'heure, Roger, qui sortira, je crois, en janvier ou un truc comme ça. Donc, on va voir, et on va voir comment c'est fait, parce que je pense que maintenir cette liste, c'est pas forcément évident. Et puis la liste est longue. Voilà. J'ai vu dans le groupe, il y a quand même beaucoup de monde. Oui. Je tiens à préciser déjà sur Facebook, donc forcément, ce ne sont pas toujours des vrais noms, des vrais comptes, et juste ce groupe en question, qui s'appelle donc VSGB, Vellier Small Grade Bottles, compte quand même déjà 578 membres.
C'est ça va faire beaucoup de petites fioles de 10 centilitres. Après, pour les tracer sur eBay, ça va être ton job, quoi. Et qui risqueront, alors peut-être qu'on n'aura peut-être pas la possibilité de les voir revendus directement, mais après un certain moment, ça sera le cas. Forcément, comme tout. Et puis, si 10 centilitres, tout à coup, commence à prendre la valeur de 70 centilitres, 70 centilitres va également décupler son prix. Et donc, ça, pour moi, c'est un peu ça risque d'avoir l'effet inverse. Et je vais peut-être être médisant, mais je ne pense pas que des gens comme Vélier ou même comme Luca Gargano ne savent pas l'effet que ça va avoir sur ce genre de choses. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ils sont là depuis bien assez longtemps et ils savent, selon moi, ce qu'ils font. Et là, pour moi, c'est clairement une façon de gonfler les prix de leurs bouteilles. Voilà. C'est moi qui le dis, personnellement. Oui, ou de devenir splitter officiel de ces bouteilles, comme disait... Ouais. Christine, qu'est-ce que tu en penses ? Je t'avoue que je n'ai pas suivi, je découvre cette histoire. Scandaleux, n'est-ce pas ? Oui et non. Moi, j'avais longtemps milité, enfin, il y a des années de ça, j'avais d'ailleurs écrit un papier là-dessus, j'avais milité pour justement des contenances plus petites de bouteilles parce que ça devenait impossible de suivre chez certaines distilleries. Et puis, ça prend pas, en tout cas en France. Culturellement, il n'y a rien à faire en France, tu veux la bouteille, etc. Donc de fait, comme ça ne prend pas, de temps en temps, rarement sur le 50 centilitres, mais tu vois bien que c'est compliqué. Comme ça ne prend pas, tu ne peux que te dire que ça va être de fait un objet destiné à la collection ou quelque chose de une mesure transitoire, quoi. C'est pas quelque chose, ça me paraît pas pérenne. Alors après, je pense que ce serait peut-être jouable, leur idée serait jouable à condition qu'il n'y ait qu'un seul format, donc qu'il n'y ait que du 10 centilitres. En fait, là où c'est contradictoire, c'est pour moi à partir du moment où tu as et du 10 centilitres et du 70 et peut-être même du 20 entre les deux, et qu'à ce moment-là, tu puisses avoir différents ratios. Chaque référence en plus, c'est un objet de collection en plus. Le gars voudra le 10, le 20, le 70, et puis il sera content parce qu'il aura la série complète. Comme dans le monde de la musique, quand tu achètes le même CD en 5 éditions différentes, je veux dire, c'est exactement pareil. Le gars ouvrira peut-être sa 10 centilitres, mais il faudra quand même le tout, et il voudra une deuxième 10 centilitres pour la collection. Donc ça va être ça, à mon avis. Après, l'idée n'est pas mauvaise sur le principe. Après, c'est peut-être un peu naïf. Bon, après, on verra comment ça se passe, quoi. Gardons, enfin, quand même, alors d'un point de vue très égoïste et personnel, je trouve qu'il y a quand même, mine de rien, un côté positif. Au moins ça nous permettra de goûter, ça c'est sûr. Exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté de faire la chasse aux single casque Caroni, aux employees Caroni. Tout ça est non seulement très cher, mais en plus extrêmement compliqué à trouver. C'est-à-dire qu'il faut aller sur des sites italiens et encore, ils sont dispo pendant à peu près 30 secondes. Ou alors, bon endroit, c'est ça. Ou alors à la maison du whisky. Là, tout à l'heure, je voyais quoi ? J'avais reçu un mail d'avertissement tout à l'heure pour le nouveau Chichibu. Qui sortait à 14h ou je sais pas quoi. Ouais, et derrière il y a un autre mail qui sortait et qui disait les serveurs ils ont eu un peu de mal là, il y a eu trop de monde qui a été intéressé, du coup on fait une petite pause, on met tout ça en ordre et on repart à telle heure. Les commentaires sur le post, ils se faisaient insulter. Alors en même temps j'ai failli rajouter un peu d'huile sur le feu en disant à tous ces gens-là, mais pourquoi vous la voulez cette bouteille ? C'est clairement pour spéculer derrière, sérieux, vous n'allez pas l'ouvrir. Mais bon, je me suis abstenu. Donc tout ça pour dire que les formats 10 centilitres de chez Vélier, malgré tout, moi je trouve ça bien parce qu'un certain nombre d'amateurs qui ne voulaient plus faire cet effort qui est quand même assez monumental, si on veut vraiment certaines bouteilles, financier en temps et en temps de cerveau nécessaire également. Et disponibilité là, du coup, surtout, parce que toutes les professions n'ont pas le temps de passer sur leur téléphone à faire des refresh pendant 2 heures. Hein, ça. Donc là, tu auras tes 10 centilitres à pas trop cher. Alors ça, il faut voir encore le ratio entre le 70 et le 10. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Pour pouvoir le déguster plus d'une fois quand même. Et au moins pouvoir tremper les lèvres dedans, quoi. Et ça, je trouve ça pas si mal, au moins pour moi. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait que le canal du groupe Facebook pour se les procurer. Si ça commence à sortir sur différentes plateformes, ça va être n'importe quoi. Donc, si le seul moyen de l'avoir, c'est d'être sur ce groupe-là,
et d'être sur une espèce de liste, parce qu'il faut voir aussi combien il y en aura, parce qu'on parle déjà de 500 membres sur le groupe. Je ne sais pas s'il va sortir de grandes quantités de ces 10 centilitres, parce que les 20 centilitres, je pense qu'il n'en a pas fait beaucoup. Bon, le but ici est quand même d'en faire un peu plus, vu que le but est différent. Bien qu'au final, les 20 centilitres, le but était quand même de permettre à tout le monde de goûter. Donc, et c'est quand même sorti dans un coffret où tu es obligé d'acheter les 3. Donc, voilà, même d'un point de vue économique, c'était déjà mal parti, quoi. Parce que tu te retrouves quand même avec un truc qui coûtait, à mon avis, pas loin des 400 €, non? Oh bah, vraisemblablement, j'en sais rien, mais ça va être au moins ça, ouais. C'est déjà chaud. Dernier point que j'ai juste trouvé intéressant. 5 centilitres, moi je collectionne les mignonnettes, hein, donc. Alors juste dernier point que j'ai trouvé intéressant, c'est que son dernier post d'aujourd'hui, du moins que j'ai vu tout à l'heure, va concerner les faussaires, parce qu'il y en a quand même pas mal, surtout en termes de carogne, etc. C'est qu'il a quand même mis en ligne les plans du moule de la bouteille de 10 centilitres. Ah oui. Ouais. Avec les tailles, etc. Donc pour les faussaires professionnels, je pense que ça sera assez simple de recréer la bouteille à partir de ce qu'il a publié. Voilà. Ah oui. Dernière news qui a peut-être un peu moins fait parler d'elle, mais qui n'est quand même pas passée inaperçue, c'est le démarrage d'une nouvelle distillerie, la fameuse distillerie Renegade de Marc Régnier à Grenade. Mais avant peut-être de parler de la distillerie, Christine, est-ce que tu peux nous dire qui est ce monsieur? Parce que je crois que dans l'univers du rhum, très peu de gens le connaissent, alors que dans l'univers du whisky, ça a l'air d'être un grand monsieur quand même. Oui, c'est quelqu'un de très connu, c'est Marc Régnier, qui a d'abord fait une vingtaine d'années dans le vin, avant de se lancer dans le whisky. Il était dans le négoce, puis il a repris la distillerie Bruichladdich sur Islay, qui était à l'époque fermée. Il l'a reprise, retapée, relancée, et puis on a fait quand même une distillerie assez culte rapidement. Il l'a revendu, il a racheté donc une brasserie en Irlande, Waterford, dont il a fait une distillerie en Irlande, qui fait à nouveau beaucoup parler d'elle également, avec toujours un peu les mêmes recettes, mais les mêmes recettes qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs fabriquées, parce que ça tient énormément à sa personnalité, quoi. C'est quand même une grande gueule. Marc Régnier, c'est un personnage qui est à la fois charismatique, agaçant, qui a un franc-parler, qui adore foutre les pieds dans le plat, mettre de l'huile sur le feu et attiser les discussions, les querelles. C'est quelqu'un qui est très, qui est une personnalité forte en gueule, comme il y en avait pas mal à une certaine époque dans les spiritueux, comme il y en a peut-être un peu moins aujourd'hui. Donc bon, avec les défauts et les qualités de ce type de personnalité, ça laisse personne indifférent, quoi. Voilà. Ça entraîne les gens énormément. Et puis ses projets, surtout, et ses whisky jusqu'à présent, il a quand même plutôt réussi ses paris, on va dire, avec à chaque fois les moyens du bord. Et donc sa nouvelle mission, c'est de démontrer l'existence d'un terroir dans le whisky, qui a quand même fait pas mal couler d'encre, et puis il veut répéter exactement la même opération et la même démonstration avec Renegade, donc la distillerie qu'il a construit ex nihilo à Grenade. Il a mené les deux projets pratiquement de front, ce qu'on sait peu. On pense qu'il s'intéresse au rhum depuis pas longtemps. En réalité, il était encore à la tête de Bruichladdich, m'a-t-il dit, hein, quand il cherchait déjà à acheter. Au départ, il cherchait à acheter une distillerie de rhum. Puis ça s'est pas fait, il n'a pas trouvé, enfin, etc. Ensuite, il a cherché l'emplacement, il s'est décidé pour Grenade. Et d'ailleurs, à l'époque, il embouteillait d'ailleurs du rhum. Hein. Donc il y avait la fameuse marque d'embouteilleur indépendant Renegade qui faisait du rhum également. Et il a fini on trouve encore des bouteilles par-ci par-là. Hein. Ouais, donc là, voilà, le projet a commencé en 2015. Il a commencé et il l'a monté complètement à l'envers, quoi. Enfin, c'est ce qu'il m'expliquait quand je suis allée le voir et puis quand je l'ai eu par Skype. Il a monté le projet complètement à l'envers en replantant d'abord de la canne sur Grenade, étant donné qu'il n'y en avait plus. Il y avait pas, voilà. Donc c'est un peu con, mais si tu veux montrer l'existence du terroir, ce serait bien quand même que ta canne pousse sur place. Donc il a cherché des fermes, des plantations qui... Et puis personne ne voulait, absolument
Formule avait envie de se remettre dans la canne, etc. Donc il a lui-même pris les choses en main pour replanter et mettre des gens dans le ferme, etc. Je crois qu'aujourd'hui il a 9 fermes, 10 fermes, quelque chose comme ça. Pour lui, sur 5 types de sols, et chaque ferme est divisée en micro-terroirs. Globalement, je crois que la dernière fois que je leur avais parlé, ils parlaient d'à peu près d'une 50aine de micro-terroirs. Ça a dû se définir un peu plus aujourd'hui, entre sur les collines, près de l'océan, près de la rivière, telle exposition, tel sol, tel sénile volcanique, la Grenade. Donc ensuite, après, donc ça fait 5 ans qu'ils plantent et qu'ils récoltent de la canne à vide, en introduisant du coup certaines variétés. Je peux pas t'en dire plus parce que à l'époque je l'ai interviewé sur le whisky, donc j'ai pas trop creusé les détails. Et ensuite, il s'est attaqué, toujours en partant de la fin, il s'est attaqué à la problématique du traitement des effluents, de tout. Elle allait sortir de la distillerie, et ça a été pas loin de la mangrove, donc comment gérer tout ça. Et une fois que tous ces problèmes ont été réglés, donc la canne, les retraitements des effluents, hop, la distillerie a été montée. Le chantier aurait dû normalement se terminer l'année dernière, l'été il y a 1 an, et puis donc, si j'ai bien compris, le financement, c'est toujours le cas, cela dit. Ouais. Toujours un financier qui se fait la malle au dernier moment. Donc il y a eu des retards, et puis donc là, la distillerie, la construction s'est achevée cet été, et le 21 septembre, officiellement, là, le premier homme est sorti du pot still. Alors j'ai eu un mec qui bosse avec lui aujourd'hui, donc ils m'ont dit que pour l'instant ils n'ont fait des essais que sur le pot still à double retors, et la colonne va être mise sous tension là dans pas longtemps, peut-être cette semaine, la semaine prochaine ou plus tard. Donc voilà. Et ils vont commencer. Alors, un pari quand même assez couillu, si je puis dire, parce qu'on parle quand même d'un investissement d'autour de 25 millions d'euros, si j'ai bien compris. On parle vachement de couilles ce soir. Et à côté de ça, des rhums pur jus. Ouais, des rhums pur jus, oui, absolument. Et alors là, pour le coup, je ne suis pas assez spécialiste de la chose, donc ça m'interroge, mais ça m'a donné envie justement d'en discuter avec des gens qui maîtrisent. Parce que là, justement, ils sont en train de distiller en ce moment, donc je me disais, c'est quand même, vous récoltez un peu tard, quoi, et je sais pas comment ça va se passer pour avoir. Et l'eau, ils ont absolument l'intention de récolter leur canne toute l'année. Toute l'année, donc de se dire que c'est pas grave, que les taux de Brix seront variables d'une saison à l'autre, qu'il va y avoir des différences, des rendements très variables selon les saisons. Donc je pense que ça va ajouter en plus une variable aléatoire, donc par rapport aux effets terroirs. Il y aura sans doute des effets saison. Ça, je ne sais pas, moi, dans quelles conditions. Je t'avoue, sur la canne, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude dans la Caraïbe, en général, tu vois, c'est pour aller janvier-février selon les îles, jusqu'en juillet, c'est plié. Mai à juillet, c'est... Alors après, on a des distilleries qui récoltent toute l'année, même. Je prends l'exemple d'A1710 en Martinique, qui distille donc en petite quantité et qui récolte toute l'année. Moi, la question plutôt que je me suis posée concernant Renegade, c'est que s'ils font du pur jus, j'imagine qu'ils vont travailler leur propre canne, mais à un moment donné, est-ce qu'ils ne vont pas être en manque de canne ? Je veux dire, si on prend vraiment l'île sur laquelle ils se situent, qui fait à peine 1/3 de la Martinique, alors que la Martinique manque cruellement de canne, où eux vont-ils pouvoir aller sourcer cette canne quelque part et continuer dans leur discours de terroir, etc., tout en restant rentables. S'ils veulent garder le discours terroir, ils n'auront pas le choix. Oui, de toute façon, ça va être du 100% local. Production canne locale. Ils vont vite heurter cette limite, parce que on ne peut pas agrandir une île, et que même s'ils plantent de la canne sur toute l'île, ça risque de ne pas suffire pour eux seuls. Pour eux seuls, sachant que en plus de ça, après le produit, il faudra le vendre. Les locaux, eux, sont fidèles à River Antoine et l'autre marque sur place dont je me souviens plus le nom, mais donc voilà, qui sont vraiment 2 rhums locaux, un peu de la même manière que Ray Nephew est vendu en Jamaïque. Pour les faire changer eux également sur un nouveau produit, ça va être tout un bazar également. Enfin, je sais pas, avoir le tarif sur place. D'un point de vue chiffre, ça me paraît pas très cohérent. Il faut jouer l'export.
Ah oui, ça va pas du tout être pour bah le là, local, oui, clairement. parce que les gens là-bas, à mon avis, ils payent leur bouteille 7 € et ils vont pas s'embêter avec des belles bouteilles Clairement. marketées de fou avec le terroir, ils s'en foutent complet. C'est pas du tout. Oui, c'est ça. Vu le manque de cannes qu'il va y avoir, ça risque de sortir très cher du coup. Après, Benoît, tu disais que c'est un tiers de la Martinique, mais bon, Martinique, tu as quand même plus d'une distillerie. Là, ils utiliseraient la majeure partie de la canne qui pousserait sur l'île, voilà, pour eux. Après, je ne sais pas quels sont leurs objectifs de production en termes de volume, etc., pour pouvoir rentabiliser toute l'opération. Mais là, comme ça me choque pas forcément, dans le sens où tu parlais de River Antoine. Ouais, mais eux, c'est une telle petite production ridicule que ça doit vraiment pas utiliser beaucoup de cannes. L'autre marque dont tu parlais, je sais pas laquelle c'est, moi non plus. Donc voilà, que Renegade utilise la majeure partie, pratiquement l'intégralité des cannes qui poussent sur l'île pour leur production, je pense qu'ils en auront potentiellement assez. Ça me choque pas. Moi, je voulais juste poser une petite question à Christine, parce que tu décrivais ce monsieur de manière assez, lui qui se situe de manière assez polémique. Pardon, Westero. Ah oui, t'as raison. Qui aime bien un petit peu nourrir le débat, etc. C'est un connard ou pas? C'est un mec extrêmement intelligent. C'est quelqu'un qui fait un connard. Enfin, définis connard. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne dis pas Roger, s'il te plaît. Putain, c'était ma manière simple de le définir. Non, c'est quelqu'un qui, sans doute un peu trop intéressé par sa propre personne. Pas quelqu'un d'imbécile, c'est pas quelqu'un de bête, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais attends, les égos qui passent pas les portes dans les spiritueux, tu vas pas me dire que t'en as pas croisé. C'est pas ce qui manque. Ou alors, tu vois, moi c'est pas un critère ça. Après, si la qualité de ce qu'il fait, ça suit, tu t'en fous, tu passes pas tes vacances avec lui, hein. Tu veux, enfin moi perso, je veux goûter sa gueule, hein, pas. Je vois ce que tu veux dire, mais je t'avoue que je un voilier avec lui pendant une semaine, c'est pas du tout le même trip, tu vois. C'est vrai. Donc, mais c'est un mec avec qui il est très intéressant de discuter, qui est voilà, et ne serait-ce que quand t'es pas d'accord avec lui, hein. Moi, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai énormément de doutes. Hein. On en a parlé sur l'émission Terroir, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis moins catégorique que lui, mais en tout cas il a toujours un point de vue qui est argumenté et intéressant. Donc on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas la conversation en général est de bonne tenue, tu vois, les arguments sont pas à râler la crête, donc moi, ça aide un peu. Il sait de quoi il parle. Ouais. Mais bon, ça va être sa première incursion dans le rhum, mais c'est vrai que là la bataille des égos va être sympa, hein, parce que qu'il est quand même sur la ligne, il est assez proche dans sa définition du rhum, dans ses envies de classification, etc. Il est assez proche de Vélier, assez proche de Foursquare. Il est sur cette ligne-là, hein, tu vois, par exemple, sur tout ce qui est réglementation, qualité, etc. Donc ça va être rigolo. Et là, c'était lui qui avait lancé Octomore. C'est lui aussi, ça, Octomore. Oui. Ouais, il est à fond dans le marketing, dans la transparence. C'est cela avec les degrés ppm, machin bazar, enfin les indicateurs assez poussés. En fait, quand il pense, c'est lui son truc, c'est qu'il a relativement, jusqu'à présent, il a quand même eu pas mal d'idées qui, faut lui reconnaître ça, à mon avis, des idées qui décoiffent suffisamment justement pour le dispenser d'investir des millions et des millions et des millions dans le marketing, parce que les idées vont faire suffisamment de choses par elles-mêmes. Donc c'est quand même un talent que tout le monde n'a pas. Après, moi je dis qu'il faut juger sur place, tu vois, c'est pas comme on l'a dit qu'au début, honnêtement, il y avait à boire et à manger, enfin à boire et à boire, mais moi je dois avouer que ce projet sur Grenade, je le suis depuis un moment maintenant, parce que je trouve cette idée quand même, alors indépendamment de vouloir démontrer l'existence de ces terroirs, potentiellement même de ces micro-terroirs, je trouve l'idée et le point de départ très intéressant.
surtout au niveau de la démarche, c'est-à-dire que de replanter de la canne, de fabriquer, enfin de faire sortir l'usine du sol comme ça à partir de rien, pour faire, en tout cas moi ce que j'appellerais, et j'espère que ce sera le cas, un produit de qualité, en plus en pur jus, ce qui m'intéresse d'autant plus. Donc voilà, moi je suis très intrigué par ce qui va sortir de cette distillerie. Pas forcément, alors aussi, mais pas forcément que au niveau des différentes expressions qui pourraient en sortir, même au niveau des blancs. Je suis plus intéressé par les blancs, à vrai dire, parce que c'est là où pour moi tu peux vraiment juger de la qualité d'un jus. Mais donc voilà, moi en tout cas, je suis très curieux et impatient de pouvoir déguster ça. Ça, on n'aura pas longtemps à attendre parce que les premiers blancs, ils les prévoient pour 2021. Ouais. Donc ça devrait arriver quoi dans l'année. Mais avec cette idée justement de pouvoir comparer terroir contre terroir, ferme, tu vois, type de microclimat. Oui, va vraiment faire comme Waterford, quoi. Ouais, exactement, ferme contre ferme, variété contre variété, mais également après avec une autre variable qui sera colonne contre pot de style, tu sais. Ils envisagent aussi de voir pour chaque expression comment. Après, du coup, ça va être difficile qu'ils aient quelque part une identité. Enfin, si, il y aura une identité, mais chaque batch, chaque bottling va partir dans des directions légèrement différentes. Mais regarde, comme Waterford pour le moment. Ouais, mais c'est ce qui donne son identité forte à Waterford. Hein. Quand même reconnaître en très peu de temps. Maintenant, tu l'identifies. Non, mais tu l'identifies comme la distillerie terroir. Voilà, le mec a tellement matraqué ce mot dans tous les sens qu'aujourd'hui, c'est vraiment associé à la distillerie. Donc, Ah oui, donc voilà. En ajoutant en plus ce que tu disais tout à l'heure, la saison. Ce qui rajoute encore un élément qui démultiplie l'offre potentielle. Quoi. Enfin, et tout ça avant le vieillissement. Bien sûr. Ouais, parce que du coup, avec l'investissement consenti, il faudra voir à combien il va vendre ce genre de rhum blanc aussi. Alors oui, parce que ça c'est évidemment... Ça sera peut-être... Parce que là, Waterford, on est à 79,80 € pour des whisky de 3 ans. Ouais, s'il nous sort un rhum blanc à 70-80 € pour commencer, ça va être chaud, quoi. Oui, ça parce c'est que j'imagine qu'à un moment, c'est 25 millions d'investissements. Bon, c'est comme toujours, quoi. Hein, c'est vite. Donc, faut voir comment ça va être présenté. Parce qu'un rhum blanc dans une carafe de taré, à un prix de 80 €, bon, ça va être chaud, quoi. Bon, on verra. Non, mais je me dis, attends, si tu dis que les Waterford de 3 ans, enfin des whisky, quoi, sont sortis à 80 balles, un rhum blanc devrait pas sortir à tellement plus de 40. Enfin, tu vois, devrait. On verra. Ouais, bien sûr, on n'est pas à l'abri de surprise, mais ça me paraîtrait pas complètement déconnant. Maintenant, comme tu le soulignes, c'est un des gros points d'interrogation. Ouais. Après, on va voir. Non, intéressant, ça l'est, ça c'est clair. Toute nouvelle distillerie est de toute façon intéressante par définition. Le projet est intéressant sur papier. Ensuite, bien évidemment, qu'on jugera sur pièce, mais ça, j'ai envie de te dire, comme tout, quoi. Donc, ouais. Comme tout. Et à la limite, plus les attentes sont élevées, plus le risque est grand. Hein, tu prends le risque aussi d'être déçu, tu vois. Donc, mais la barre assez haut dès le départ. Hein. De toute façon, ça le gêne pas. Donc, D'autant que c'est un projet qui me semble quand même très confidentiel. Enfin, c'est-à-dire que nous, on est au courant, mais parce qu'on est un peu des geeks du truc, quoi. Mais on n'en parle pas tant que ça. Hein. Non, alors qu'ils ont ils ont des réseaux sociaux, leur compte Instagram, leur machin, ils suivent très longtemps. Le montage du pot de style, les gens qui coupent la canne, ils sont des photos toutes les semaines. Ouais, ils communiquent énormément, mais ils communiquent aux gens qui les connaissent, quoi. Et du coup, je me demande si peut-être dans d'autres pays, pour le coup, ou même sur d'autres continents, ils seraient plus attendus et plus connus. Non, mais tu sais, ça s'est passé rigoureusement de la même manière sur Waterford. Hein. Waterford, tant que le produit n'a pas été prêt à sortir, à être mis sur le marché, personne n'en entendait parler. D'accord. C'était quand même très sous le radar. Les geeks du whisky savaient, parce que tu suis Marc Régnier quand tu es un geek du whisky, tu vois. Clairement. Ça fait partie des personnalités dont tu guettes un peu ce qu'ils font. Et quand tu apprends qu'ils reprennent une brasserie, tout de suite, tu te frottes les mains en disant il va se passer quelque chose. Ouais. Vraiment, tu vois. Donc non, mais en réalité, c'est quand même resté très au-dessous des radars tant que Waterford n'a pas eu des produits de 3 ans, 3-4 ans d'ailleurs, même, puisque c'est plutôt sorti autour de 4 ans d'âge que de 3 ans. Donc voilà, c'est pour ça. Moi, là-dessus, je m'inquiète pas. Je pense que c'est pas je pense que c'est plutôt volontaire
n'apporte pas Un projet grand-chose. très Tu vas intéressant, être en en tout scène cas. régulièrement si tu n'as toujours rien à montrer, c'est un peu... C'est pas faux. Un projet très intéressant en tout cas, dont on a hâte de goûter les premiers jus, comme tu dis, espérons-le l'année prochaine. Voilà. Et je pense que c'est d'ailleurs sur ce joli sujet que nous allons clôturer l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'y avoir participé, chers auditeurs, je vous remercie de l'avoir écouté, et surtout n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sous le format que vous écoutez, que ce soit Spotify, iTunes, YouTube, sur les réseaux sociaux. Nous nous ferons un plaisir de les lire, voire même d'y répondre si c'est pertinent et s'il y a des compléments d'informations à amener à tout ça. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. Voilà. Moi, en tout cas, je vous remercie, Christine, Laurent et Roger. Et puis, on se revoit dans 2 semaines avec, espérons-le, Jerry Gitani, à qui on va quand même faire un petit coucou dans cette émission. sera mal entendu. Comme ça, il sera obligé de l'écouter jusqu'à la fin. C'était quoi son excuse? Il avait oublié. Non, c'est pas ça. Il croyait que c'était la semaine d'après. Arrêtez. Il croyait que c'était la semaine prochaine. Voilà, il avait oublié. C'est tout. Voilà. On va le dénoncer parce que c'est comme ça. Donc voilà. Donc non, mais dorénavant, je vais lui envoyer des rappels, comme ça, il saura. C'est bien. Voilà. Ok. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde. Ciao. Vous venez d'écouter le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Toutes les 2 semaines sur iTunes et Spotify.